Voilà, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Russeil, qui est enseignante-chercheuse à Marseille, à l'Université de Marseille. Elle a fait ses études, sa thèse à Marseille sur les régions de formation d'étoiles dans notre galaxie. Tu me corriges si je dis des bêtises. Oui, non, et puis, ensuite, elle est partie en postdoc en Australie. On ne pouvait pas trouver plus loin. Et puis, elle est revenue. Elle a eu un poste de maître de conférence à Marseille, où elle enseigne actuellement. Et elle va nous parler donc de ses recherches sur les zones de formation d'étoiles dans notre galaxie, vues par le satellite Herschel. Merci Delphine. Ben, merci de m'avoir invité. Est-ce que c'est OK pour le micro? Oui, bon. Donc, je me propose ce soir donc, de vous parler des sites de formation des étoiles et plus particulièrement en relation avec les découvertes du satellite Herschel. Alors, on ne va pas y couper. Il va falloir un peu se remémorer ce qu'est l'infrarouge, tout simplement parce que le satellite Herschel a fonctionné dans cette longueur d'onde-là, a observé dans cette longueur d'onde-là. Ensuite, on verra ce que l'on sait ou ce que l'on savait, disons, avant Herschel à propos de la formation des étoiles. Et enfin, on abordera les résultats du satellite Herschel sur cette thématique-là. Donc, petit rappel à propos de l'infrarouge et en quoi cette longueur d'onde donc, est très importante et donc source d'information pour l'astronomie. Donc ça fait, pour certains, j'imagine, ça va être des petits rappels. Donc je vous rappelle que la description classique de la lumière, c'est une représentation ondulatoire, comme on peut le représenter ici. Donc plus techniquement, c'est un champ électromagnétique qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière. Et la lumière est donc caractérisée par sa longueur d'onde, qui est la distance donc, entre les deux pics de l'onde lumineuse. Donc, selon la longueur d'onde de la lumière, vous savez qu'on donne des noms différents à cette lumière. Donc, la partie entre le rouge et le violet, dont on a fait un zoom ici, est dite la partie visible, donc qui, par principe, est la tranche de longueur d'onde à laquelle l'œil est sensible, donc que nous voyons. Mais il se trouve qu'au-delà de cette tranche de longueur d'onde, qui est donc entre 400 et 700 nanomètres pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, il y a d'autres longueurs d'onde qui correspondent à d'autres dénominations pour la lumière. Donc on va commencer par des longueurs d'onde, disons, plus courtes, c'est-à-dire si on va au-delà du violet, on a donc le fameux ultraviolet pour lequel il faut se protéger l'été afin d'éviter les coups de soleil. À des longueurs d'onde encore plus petites, on a les rayons X qui sont dans la vie courante utilisés lors des radios médicales, donc comme c'est illustré ici. Et au-delà encore, vers des longueurs d'onde encore plus petites, on a les fameux rayons gamma. Si par contre on va du côté rouge et qu'on dépasse cette longueur d'onde du rouge, eh bien, donc si on fait ici le zoom, on a le domaine de l'infrarouge qui va donc plus particulièrement nous intéresser ce soir. En effet, ce domaine de longueur d'onde se trouve donc au-delà du rouge et c'est le rayonnement qui, dans la vie de tous les jours, correspond à la sensation de chauffage. D'ailleurs, c'est pour ça que les infrarouges sont utilisés dans tous les chauffages électriques que l'on utilise dans les salles de bain, par exemple. Bien sûr, si on va vers des longueurs d'onde plus grandes, donc l'infrarouge, c'est principalement aux alentours de 800 nanomètres, donc on y reviendra. Mais si on va vers des longueurs d'onde plus grandes, ensuite, eh bien, on a le domaine des micro-ondes, qui sont donc utilisés dans les fours à micro-ondes et à certaines longueurs d'onde utilisées pour les téléphones portables. Et si on va vers des longueurs d'onde encore plus grandes, eh bien, on tombe dans le domaine dit radio, qui sont dans la vie de tous les jours utilisés pour transporter les émissions de télévision et de radio.
Alors, ce soir, on va particulièrement s'intéresser à ce domaine ici, qui est l'infrarouge, qui est donc cette portion ici du domaine de longueur d'onde accessible, enfin du domaine de longueur d'onde totale. Et donc, en effet, l'infrarouge est habituellement en astrophysique subdivisé en trois intervalles de fréquence ou de longueur d'onde. Donc on appellera l'infrarouge proche les longueurs d'onde entre 2 et 25 microns, l'infrarouge moyen entre 25 et 100 et l'infrarouge lointain entre 100 et 500. Au-delà de 500 microns, on tombe dans le domaine ce qu'on appelle submillimétrique. Donc, pour le petit historique, l'infrarouge a été découverte, la longueur d'onde de l'infrarouge, ou les infrarouges de manière générale, ont été découverts par un musicien et astronome anglo-allemand du nom d'Herschel. Donc du coup, on voit tout de suite pourquoi on appelait le satellite Herschel. C'est donc en l'honneur de cet astronome qui a découvert l'infrarouge en déposant un thermomètre. Il a pu mettre en évidence qu'il y avait du rayonnement au-delà de la longueur rouge et donc qu'il a appelé l'infrarouge, un rayonnement donc qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors maintenant, on va justement voir un des grands postulats de la physique qui est largement utilisé en astronomie, c'est le fait que tout corps, en particulier tout corps solide ou tout corps gazeux relativement dense, a la propriété d'avoir une température et qu'à cette température, eh bien, va être associée une émission de lumière. Donc c'est un des grands postulats, disons, un des grands modes d'émission de la lumière en astro. Alors attention, petit bémol, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire tout objet lumineux en astrophysique n'est pas forcément lié à ce phénomène physique. Donc pour se concentrer sur cet aspect-là, en effet, dès qu'un corps a une température, il va émettre de la lumière. Donc les exemples dans la vie de tous les jours, ou presque de tous les jours, parce qu'il faut vouloir aller près d'un volcan, l'exemple le plus probant dans la vie de tous les jours, les exemples sont donnés en haut. Donc on a par exemple la lave qui sort d'un volcan. La lave, c'est donc un fluide chaud qui est à une température en gros de 1000 degrés. Et donc, cette lave, due à sa température, eh bien, elle rayonne et donc on voit la lave, par ce rayonnement, on voit la lave de couleur rougeâtre. Pour ceux qui ont encore en mémoire les lampes à filaments, puisqu'on n'en trouve malheureusement plus, donc le phénomène est le même. Le filament est porté électriquement à une température de l'ordre de 2000 degrés et cette température fait briller le filament. Donc à la température est associé un rayonnement. Donc les lampes à filaments principalement émettaient de la lumière visible et de l'infrarouge. Encore plus chaud, si on prend le Soleil, qui a une température de 6000 degrés Celsius, eh bien, on se rend compte tous les jours, bien sûr, qu'il brille, donc, avec une lumière qui est reliée justement à sa température. Si par contre on va vers des corps plus froids, donc là jusqu'à présent on était entre 1000 et 6000, si on prend par exemple le corps humain, donc ça c'est moi, si on prend le corps humain, eh bien, le corps humain, c'est un corps qui, par principe, a une température, puisqu'on est à peu près à 37 degrés Celsius, et donc, on rayonne. Et de par cette température, le corps humain va principalement rayonner dans l'infrarouge, d'où ces différentes images faites avec des caméras infrarouges pour voir le rayonnement propre intrinsèque du corps humain. Donc en effet, ce grand principe qui nous dit qu'un corps qui a une température, et donc il est source de lumière, et aussi, cette source de lumière va aussi donner la couleur que l'on voit de l'objet, selon ce principe-là.
Et on s'aperçoit donc que plus un objet est chaud, plus il va avoir une couleur bleue. Et inversement, plus un objet est froid, plus il va avoir une couleur rouge, voire infrarouge ici. Donc l'exemple pour les objets chauds, dans cet exemple-là, j'ai pris une étoile chaude qui a une température supérieure à 20 000 degrés. Et ces étoiles, dites étoiles de type O, sont des objets donc, très chauds. Et ces étoiles chaudes émettent principalement dans l'ultraviolet et le bleu, et donc paraissent bleus. L'émission des corps qui ont donc une température suit ce type de courbe en cloche. Donc on voit qu'un corps qui a une température va émettre à plusieurs longueurs d'onde et que cette courbe a un pic. Et la position de cette courbe va dépendre de la température du corps. On voit que plus un corps est chaud, plus la courbe a un pic qui est vers les courtes longueurs d'onde. Plus un corps est froid, plus sa courbe est du côté du rouge et de l'infrarouge. Donc sont reportés ici quelques exemples. Donc en effet, le corps humain à 37 degrés, eh bien, il a une émission qui tombe exclusivement dans l'infrarouge. Et donc, avec l'œil, on ne voit pas cette émission-là, même si elle existe. Et pour illustrer la seconde courbe, la lave, la température de la lave qui est de 1000 degrés fait que la courbe pique dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'en fait, la lave de volcan émet énormément dans l'infrarouge, mais nous, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est la partie de l'émission ici qui tombe dans le rouge du domaine visible. Donc c'est pour ça que la lave apparaît rouge. Donc on voit que plus un corps est froid, plus il va émettre dans le rouge, puis surtout dans l'infrarouge. Du coup, on peut déjà à ce niveau-là poser une espèce de tableau de correspondance entre la longueur d'onde à laquelle le pic ici survient et la température du corps. Donc, prenons un exemple. Donc, le corps humain, on a pour une température de 37 degrés, eh bien, la courbe que l'on vient de voir va piquer à 9 microns, qui est donc du proche infrarouge. Et on peut étendre cette correspondance à des températures de plus en plus froides. Donc, par exemple, un corps à moins de 130 degrés Celsius va avoir une émission qui va piquer à 70 microns, etc. Et plus le corps est froid, plus il va avoir son émission qui va être importante dans les infrarouges lointains. Donc, par exemple, 350 pour des corps qui ont une température de moins de 165 degrés. Alors justement, le satellite Herschel, on va y revenir, a observé dans ce domaine de longueur d'onde-là. Donc ça veut dire qu'il a sondé, qu'il a observé des structures froides. Donc reprenons maintenant justement l'importance de l'infrarouge en astrophysique et surtout je me limiterai à l'aspect galactique de cette utilisation de l'infrarouge. Donc en effet, si on prend une image par exemple ici de la constellation d'Orion, donc certainement vous reconnaissez la constellation qui a été soulignée avec des petits traits, et puis pour ceux qui ont l'habitude, il y a la fameuse nébuleuse d'Orion ici. On voit qu'en optique, c'est-à-dire à l'œil nu ou dans le domaine du visible, on voit quasiment que des étoiles et rien d'autre. Dès qu'on passe dans le domaine de l'infrarouge, qui est l'image de droite, donc qui est une image qui a été faite par le satellite IRAS il y a plus de 10 ans, même voire plus, eh bien on s'aperçoit qu'on a une vision totalement différente de ce même champ de vue, puisqu'on récupère cette fois-ci plutôt l'émission de structures étendues, tandis que les étoiles ont quasiment disparu. Donc par exemple, vous voyez cette étoile ici, on ne la voit plus en infrarouge. Et donc en effet, l'infrarouge va être le domaine privilégié d'observation pour pouvoir étudier donc les objets froids. Donc ici principalement, on va récupérer
l'émission de la poussière qui est dans le milieu interstellaire et qui se trouve être froide. Donc en effet, entre les étoiles, on s'est aperçu d'ailleurs depuis longtemps qu'il y avait de la poussière, que cette poussière était donc froide, et puisqu'elle est froide, eh bien on ne peut l'observer quasiment qu'en infrarouge. On peut faire un zoom sur la petite, ici, nébuleuse gazeuse qui est la nébuleuse d'Orion. Si on fait un zoom, on voit la nébuleuse d'Orion telle qu'elle est si on en fait des images dans le domaine optique. Et à droite, eh bien, on a la contrepartie de ce même champ, vu cette fois-ci avec le satellite Herschel. Donc on voit qu'on a une vision totalement différente de la région. La nébuleuse d'Orion, on se rappellera que ce qu'on voit ici, c'est le gaz. Alors qu'à droite, comme c'est une image infrarouge, eh bien on récupère exclusivement l'émission de la poussière qui est froide. Donc à ce niveau-là, on s'arrêtera 2 minutes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est qu'en astronomie, il faut se méfier de la couleur des images. Donc en effet, on utilise des codages informatiques pour pouvoir recréer des images, surtout des images infrarouges, pour lesquelles, eh bien, comme on ne les voit pas, on est obligé d'utiliser des codages. Donc dans cette image ici, qui est donc l'émission de la poussière, on fera attention que ce qui apparaît plutôt en bleuté, c'est la poussière légèrement plus chaude, mais ça reste froid, hein, je veux dire, on est à plus ou moins 10 degrés, autour de moins 265 degrés. Donc en bleu, c'est de la poussière froide, mais légèrement plus chaude que l'émission rougeâtre que l'on voit dans cette image. Hein. Donc il faudra bien se méfier que dès qu'on montre des images infrarouges, le code de couleur qui a été utilisé, c'est que ce qui est en bleu est légèrement plus chaud que ce qui est en rouge. Donc on peut maintenant aborder la seconde partie, j'allais dire théorique, de notre propos. C'est sur la formation des étoiles. Donc comment se forment les étoiles ? Et on va commencer par regarder comment se forment les étoiles de faible masse, c'est-à-dire les étoiles comme notre Soleil. Donc le schéma habituel que l'on a, c'est que donc les étoiles vont se former dans des grands nuages moléculaires, c'est-à-dire qui sont constitués exclusivement d'hydrogène sous sa forme moléculaire, et que dans ces nuages, il y a des surdensités qui vont apparaître, et que les étoiles vont se former dans ces surdensités. Donc là, on fait un zoom ici sur cette surdensité qu'on appelle à ce moment-là un cœur préstellaire. Au départ, le cœur donc, préstellaire est exclusivement formé d'hydrogène moléculaire et de forme sphérique, comme on peut le voir sur le schéma. Après, le cœur va commencer à s'effondrer, c'est-à-dire que les parties vont tomber de manière radialement, c'est-à-dire depuis l'extérieur vers le centre, dû à la gravité, à la gravitation. Donc le système et la partie centrale s'effondrent sur elle-même de manière radiale au départ. Mais comme comme tout cœur a une légère rotation, cette légère rotation va transformer la morphologie sphérique du cœur en un disque. Et à ce moment-là, la chute de matière au centre, en fait, va se faire par l'intermédiaire d'un disque d'accrétion. C'est-à-dire que la matière va tomber sur la partie centrale et s'accumuler sur la partie centrale. Laquelle partie centrale commence à s'échauffer. On appelle alors cette phase la phase de proto-étoile. La partie centrale, donc, c'est l'étoile qui est en train de se former. Elle va accumuler de la matière jusqu'à ce que la température soit suffisante pour initier le phénomène de fusion de l'hydrogène. Quand la proto-étoile enclenche cette fusion, à ce moment-là, elle devient une étoile, à proprement parler.
Donc là, on a schématiquement comment se forme donc une étoile de faible masse, c'est-à-dire une étoile de type solaire. Cette partie-là, dans la phase d'évolution, la partie finale est donc l'étoile elle-même. Et donc l'étoile est à ce moment-là visible à l'œil. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce que après, si vous utilisez des télescopes, bien sûr, mais là, quand l'étoile devient étoile, elle devient réellement visible à l'œil nu. Par contre, les phases précédentes eh bien, vont être exclusivement observables dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc pour cette phase ici de protoétoile, c'est principalement le satellite Spitzer qui permet d'avoir l'information sur cette phase-là. Donc on ne regardera pas ce qu'a fait le satellite Spitzer. Par contre, pour les phases plutôt préstellaires, eh bien, ça va être plutôt le satellite Herschel, puisque je vous rappelle que la température ici est très basse et que ce n'est qu'au fur et à mesure de son évolution que l'objet s'échauffe et gagne en température. Donc les phases primordiales de formation des étoiles vont nécessiter d'utiliser des instruments qui observent principalement dans l'infrarouge lointain, et pour être plus large, qui observent dans le submillimétrique, c'est-à-dire dans les domaines radio. Alors pour les étoiles de faible masse, qu'est-ce qu'on sait sur ces étoiles? Alors on va prendre leur évolution à l'envers. On sait que les étoiles comme le Soleil finissent leur vie comme des nébuleuses planétaires. Et pour ceux qui ont l'habitude, les nébuleuses planétaires sont aisément observables dans le domaine optique avec des télescopes. Donc on peut étudier relativement facilement la fin des étoiles, de la mort en fait, ou ce qui reste en fait après la mort des étoiles de faible masse. Avant de mourir, les étoiles de faible masse passent par une phase de géantes rouges, qui sont des étoiles, donc, comme leur nom l'indique, relativement rouges. Cette phase aussi, ici, est observable, j'allais dire entre guillemets, à l'œil nu, c'est-à-dire dans le domaine visible. Donc on peut avoir des informations sur ce stade d'évolution. Si on remonte encore l'évolution des étoiles, quand l'étoile est dans sa phase dite de séquence principale, comme elle l'est actuellement le Soleil, eh bien là, les étoiles, dans leur état, j'allais dire, normal, sont facilement observables et donc étudiables dans le domaine visible. Ça commence à être plus difficile d'observer des étoiles dans leur phase juste avant la mise en route des réactions de fusion. Donc en effet, comme on l'a vu sur le schéma précédent, on s'attend à ce qu'il y ait la formation d'un disque d'accrétion autour de l'étoile. Et malgré tout, malgré, disons, la difficulté, ces disques sont observables. Donc on a ici quelques exemples de disques protostellaires, en fait, où on voit donc le disque de poussière, ici, dans lequel est en train de se former l'étoile au centre. Alors là, sur cette image, donc ce sont des images faites avec le Hubble Space Telescope, on voit le disque, et on ne voit pas trop l'étoile parce qu'elle est au centre, donc elle est complètement occultée par le disque. Dans cette autre image, par contre, on devine l'étoile, du moins le chauffage du disque, dû à l'étoile qui est au centre. Donc on commence à avoir quand même des informations sur cette phase d'évolution des étoiles grâce à des images donc principalement dans le visible ou dans le proche infrarouge. Par contre, ce qui manque, et ce qui manquait jusqu'à présent, c'est d'avoir accès au lieu de formation de ces étoiles. Donc on savait que les étoiles de faible masse comme celles de forte masse naissent dans des nuages moléculaires, mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à avoir une vision claire de ces structures. Donc c'est ce qu'on va voir, Herschel a permis de mettre en évidence de manière large. Si on reprend notre schéma de manière, disons, plus technique, donc depuis la chute
de la matière au centre du globule pour former l'étoile au centre, la phase de disque, et ensuite la phase où la phase de disque dit épais, et puis le disque final qui reste, le disque résiduel qui reste autour de l'étoile une fois que l'étoile a initié sa fusion de l'hydrogène en son centre. Donc, en aparté, bien sûr, on s'attend à ce que ce soit dans ces disques que se forment les planètes au cours de la formation de l'étoile, ou juste après la formation de l'étoile, les planètes, bien sûr, vont se former dans ces disques d'accrétion. Mais nous, on va s'intéresser principalement aux phases initiales. À gauche est représentée la façon dont rayonne l'objet, donc en fonction du temps. Donc le temps d'évolution, c'est depuis le haut vers le bas, où ici l'étoile est complètement formée. Donc on voit que l'objet initial où se forme l'étoile est un nuage, un petit globule de gaz très froid, et qui va donc émettre principalement dans l'infrarouge, l'infrarouge moyen, voire l'infrarouge lointain, comme on peut le voir par cette courbe. Et au cours de son évolution, donc l'objet devient de plus en plus chaud, jusqu'à avoir carrément l'émission de l'étoile, ce qui va se traduire par une courbe qui, au fur et à mesure des phases d'évolution de l'étoile, va vers le domaine optique, et donc dans la phase finale avec une très faible émission infrarouge. Alors justement, Herschel a permis d'observer principalement les deux premières phases, parce que comme on peut le voir entre les deux traits bleus délimitent le domaine de longueur d'onde qu'Herschel a observé. Et donc on peut voir qu'il est tout particulièrement sensible à l'émission ici de ces premières phases de formation des étoiles. Donc c'était un des principaux, un des principaux thèmes d'étude d'Herschel, c'était justement l'étude des premières phases de formation des étoiles. Donc jusqu'à présent, on a parlé des étoiles de faible masse, comme le Soleil. On peut regarder aussi comment se forment les étoiles de forte masse. Donc on appelle étoiles de forte masse, ou étoiles massives, les étoiles qui ont des masses supérieures à 8 fois la masse du Soleil. Alors ces étoiles sont particulières dans le sens où elles sont très massives, très chaudes, et qu'elles ont la particularité d'émettre énormément de rayonnement ultraviolet. Et ce rayonnement ultraviolet va être à l'origine des nébuleuses gazeuses que l'on observe. Donc on a un exemple ici d'une nébuleuse, donc là pour ceux qui connaissent, c'est la fameuse nébuleuse d'Orion, qui est donc une nébuleuse de gaz, qui trouve sa source d'ionisation dans les étoiles chaudes et massives qui sont là, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont ici dans la partie centrale de la nébuleuse. Ces nébuleuses de gaz, juste au passage, on les appelle communément région H2, donc si je dis région H2, ne vous inquiétez pas. Donc ces étoiles massives, une fois qu'elles sont formées, qu'elles sont des étoiles, elles sont très facilement observables par le biais de leur nébuleuse de gaz ionisé qu'elles créent. Donc, vous avez tous donc en tête la nébuleuse d'Orion, mais il y a plein de nébuleuses de gaz que l'on peut observer avec des petits télescopes. Donc ça, c'est la phase adulte de l'étoile. Et ensuite, les étoiles massives vont évoluer et finir leur vie en explosion de supernova. Donc, on a un exemple ici avec la nébuleuse Messier 1, qui est donc le reste de supernova. Donc, l'étoile massive explose en supernova. La supernova, c'est la variation d'éclat importante de l'étoile qui est associée à l'implosion, en fait, à l'explosion, entre guillemets, de l'étoile, laquelle donc ensuite éjecte ses couches externes pour former ce qu'on appelle un rémanent ou un reste de supernova, qui sont ces petites nébuleuses comme illustrées ici. Et donc les dernières phases, les phases de fin de vie des étoiles massives, sont des phases que l'on peut étudier relativement facilement. Si on voit des supernovas, on peut étudier comment évolue la supernova ou comment évolue le reste
de supernova. Les étoiles massives, dans leur phase précédant leur fin de vie, on les observe très facilement par leur région H2. Par contre, ce qui manquait, encore une fois, c'est de pouvoir identifier et d'étudier les lieux réellement, le lieu de formation de ces étoiles massives. Donc, comme pour les étoiles de faible masse, jusqu'à présent, on n'avait pas une vision claire du lieu où elles se formaient. Mais maintenant, justement, ce cadre peut être rempli grâce aux observations d'Herschel. Donc, on va y revenir. On s'aperçoit que les étoiles, de manière générale, y compris les étoiles massives, se forment au sein de cœurs moléculaires massifs que l'on peut observer parce que ces cœurs moléculaires contiennent aussi de la poussière. Et donc on peut observer ces cœurs de formation des étoiles massives grâce à Herschel. Donc on a quelques exemples ici, donc je vous les pointe ici. Là on a deux cœurs où sont en train de se former des étoiles massives. Alors pourquoi s'intéresse-t-on aux étoiles massives? En fait, le problème des étoiles de forte masse, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer leur formation théoriquement. Donc en effet, pour les étoiles de faible masse, si je reviens en arrière, ici, ce scénario colle très bien avec les observations. Par contre, pour les étoiles de forte masse, eh bien, le scénario ne marche plus. Et donc, on se trouve avec un problème. Quel est ce problème? Donc, en effet, les étoiles de forte masse, comme on l'a vu, sont des étoiles qui vont avoir un fort rayonnement ultraviolet. Mais elles vont l'avoir très tôt. Et donc, on s'attend à ce que les étoiles massives, donc, alors qu'elles sont en train d'accréter de la matière, déclenchent la fusion de l'hydrogène et donc émettent du rayonnement ultraviolet. Et ce rayonnement ultraviolet eh bien, va arrêter l'accrétion de matière qui tombe par le disque. Le problème, c'est que si ça arrête l'accrétion de matière, eh bien, l'étoile ne va pas pouvoir devenir massive et on ne devrait pas observer d'étoiles de très forte masse. Donc, en effet, le rayonnement ultraviolet va arrêter l'accrétion de matière et l'étoile ne pourra pas gagner en masse et donc ne pourra pas être massive, d'après les théories. Or, pourtant, on en observe des étoiles massives. Donc, ça veut dire que, eh bien, si je peux dire, la nature a contrebalancé ce problème-là. Et justement, pour comprendre comment se forment les étoiles massives, eh bien, l'enjeu était justement de trouver, d'observer et d'étudier les premières phases d'évolution de ces étoiles. Et cela n'a été possible que grâce au satellite Herschel, c'est-à-dire qu'on a pu enfin accéder au cocon initial de la formation des étoiles massives grâce aux données du satellite Herschel. Donc en effet, le satellite Herschel, on va le voir, nous a donné une nouvelle vision de notre galaxie que l'on n'avait pas jusqu'à présent, et donc sous-entendu une nouvelle vision des sites de formation des étoiles. Donc juste pour faire un peu l'historique, donc on se rappelle que le satellite Herschel est donc un satellite infrarouge qui a été lancé en 2009. Donc ça, c'est la vraie image de la fusée Ariane 5 qui a lancé le satellite. Donc là, sur cette image, le satellite est à l'intérieur ici. Le satellite Herschel a été lancé conjointement avec le fameux satellite Planck. Et nous, on va se focaliser sur Herschel. Le Herschel a été ensuite placé sur une orbite stable qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le fameux point L2. Voici une image du satellite Herschel, bien sûr, avant qu'il ne fût lancé. Donc on voit le télescope, et c'est le plus gros télescope lancé jusqu'à présent, mis donc en orbite, ou mis dans l'espace, si l'on peut dire, puisque le diamètre du télescope est de 3,5 mètres de diamètre. Donc on voit ici le miroir et puis l'écran qui permet d'écranter la lumière, de protéger le télescope de la lumière du soleil. À l'intérieur donc du télescope,
enfin juste après le télescope. Donc le télescope lui-même permet de collecter la lumière, et ensuite cette lumière était envoyée sur 3 instruments qui s'appellent PAX, SPIR et IFI. Ces 3 instruments sont toujours, puisque le télescope est toujours là-haut, sont placés dans le cryostat, lequel cryostat était refroidi jusqu'à moins 272 degrés Celsius. Donc en effet, puisqu'on observe dans l'infrarouge, eh bien, il faut refroidir l'ensemble du télescope et notamment l'ensemble des instruments pour ne pas observer sa propre émission thermique. Ce serait bête de s'observer soi-même. Donc l'ensemble était refroidi jusqu'à une température très proche du zéro absolu. Donc ces 3 instruments ont permis à la fois de faire des images et des spectres. Nous, on va se focaliser principalement sur l'aspect image obtenu. Ces 3 instruments fonctionnaient à des longueurs d'onde légèrement différentes. L'instrument PAX travaillait entre 60 et en gros 200 microns. L'instrument SPIR entre 200 et 670 microns. Et l'instrument IFI, lui, n'a permis d'observer que des spectres, mais il fonctionnait dans un domaine de longueur d'onde entre à peu près 160 et 600 microns de longueur d'onde. Donc l'avantage du satellite Herschel, c'était que pour la première fois, dans le domaine de l'infrarouge, on avait une très haute résolution spatiale, c'est-à-dire qu'on arrivait à distinguer des structures, entre 6 et 36 arcs secondes pour ceux à qui ça parle. Donc surtout, on arrivait à voir des structures très fines dans l'émission infrarouge. Et aussi, ça a permis d'avoir une large couverture du ciel dans ces longueurs d'onde-là, et notamment le plan galactique qui a été donc totalement observé de manière complète par le satellite Herschel. Donc ça combine à la fois une résolution spatiale très intéressante, sans précédent, et une couverture pour le domaine du galactique, je parle bien, sans précédent aussi. Donc justement, nous, ici, on parle principalement de l'astrophysique de notre galaxie, mais bon, gardons en mémoire que le satellite Herschel a quand même observé des objets extragalactiques. Donc ici, on a un exemple d'une image obtenue par le satellite Herschel de la galaxie d'Andromède, ce qui permet de voir d'ailleurs la bonne résolution qu'avait ce satellite. Donc ça, c'est la galaxie d'Andromède. Donc en effet, plusieurs programmes d'observation du satellite étaient dédiés aussi à des observations extragalactiques, et comme galactiques, stellaires ou spectroscopiques. Donc on a un exemple ici, donc au passage de l'observation de l'enveloppe autour de l'étoile Betelgeuse, donc l'enveloppe de poussière ici, autour de l'étoile. Et aussi, le satellite Herschel a permis une étude très approfondie de l'émission de la détection de l'eau et d'éléments organiques. Donc notamment ici, on voit un exemple du spectre observé dans la direction de la nébuleuse d'Orion et avec toute une ribambelle de raies, dont notamment les fameuses raies de l'eau qui ont été largement étudiées et observées par le satellite Herschel. Donc c'est pour illustrer juste les capacités de ce satellite. Donc malheureusement, la mission est terminée. Le satellite, je pense, est resté... Enfin, ils l'ont laissé là-haut, de toute façon. Et donc depuis 2 ans, on travaille principalement sur les données collectées par le satellite Herschel. Et donc tout particulièrement, on va regarder ce qu'il a apporté vis-à-vis de l'observation et de l'étude de notre galaxie, en relation bien sûr toujours avec la formation des étoiles. Donc on a un exemple ici d'une image de notre galaxie. Donc je vous rappelle, notre galaxie, on la voit depuis l'intérieur. Et donc, vu depuis l'intérieur, notre galaxie, le disque de notre galaxie apparaît comme une longue traînée blanchâtre que l'on appelle la Voie lactée. Donc ça, c'est une image que l'on pourrait, enfin une image dans le domaine optique, c'est-à-dire entre guillemets à l'œil nu. Avant de commencer par le satellite Herschel, on peut voir d'abord l'émission d'une portion du plan de notre galaxie.
dans la longueur d'onde dite rouge, qui permet de voir le gaz ionisé. Donc attention, c'est une image en noir et blanc, donc ça peut être assez surprenant. On prendra comme référence, pour les images qui vont suivre, cette petite région H2, cette région de gaz ionisé qu'on appelle RCW 120. Et on voit donc une large portion du plan de la galaxie. On voit donc que l'émission du gaz ionisé se trouve sous forme de petites régions H2, mais aussi sous forme d'émissions plus diffuses, et puis des zones où il semble ne rien y avoir. Si maintenant là-dessus, on superpose l'émission de la poussière froide observée par Herschel, donc là c'est une image, enfin une composition d'images de ce même champ du plan galactique, fait dans le cadre du programme Eygal, qui a été donc un sondage systématique du plan de la galaxie avec Herschel. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a une vision totalement différente, puisqu'on voit que dans les zones où apparemment il n'y avait rien, on voit apparaître en fait l'émission de la poussière. Et donc, je vais mettre le contraste plus fort. Donc, voilà ce que nous a donné Herschel comme image du plan de notre galaxie. Donc, ça, c'est qu'une petite portion du plan. Donc, on se rappelle ici que, puisque c'est une image infrarouge, ça veut dire qu'on voit de la poussière froide. Et que le codage utilisé, en bleu, c'est la poussière froide, mais un peu plus chaude que ce qu'on voit en rouge. Donc on voit que en fait, bien, tout le plan de la galaxie est rempli de poussière. Donc ça, ce sont des images faites par le satellite Herschel, superposées, disons, dans deux bandes à 70 et 350 microns. On voit déjà la qualité de la résolution de l'image. Pour justement bien juger de l'apport de Herschel, on peut comparer cette image à son prédécesseur qui était le satellite IRAS, qui a été un des premiers grands satellites infrarouges qui a permis d'observer aussi de larges portions du ciel. Donc là, je vais vous superposer l'image qu'avait IRAS de ce même champ. Donc voilà l'image IRAS. Donc on reconnaît globalement les structures, mais on voit que la résolution était très mauvaise. Et que Herschel, par rapport à IRAS, si on revient en arrière, vous voyez la différence. Donc Herschel a permis d'avoir une vision sans précédent du plan de la galaxie. On peut l'illustrer encore un peu mieux ici, si on reprend notre petite région H2 RCW 120, qui est ici. Eh bien, on a ce qu'a observé IRAS, donc ce qu'on avait avant, et ce qu'on a maintenant grâce à Herschel. Donc un gain considérable en résolution. On voit que l'on arrive à distinguer les structures de l'émission de la poussière dans la direction de cette nébuleuse, mais surtout qu'on arrive à distinguer des sources, vous voyez les sources compactes, tous ces petits points, qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent. Donc là, d'autres images obtenues par Herschel du plan de notre galaxie. Donc, toujours bien garder en mémoire que ce qui est bleu est légèrement plus chaud que ce qui est rouge. Donc là, c'est encore une portion du plan de la galaxie, et on s'aperçoit donc que de la poussière, il y en a de partout, que cette poussière est plus ou moins froide, il vaut mieux dire ce mot, plus ou moins froide, avec des zones légèrement plus chaudes et des zones plus froides. Et que cette poussière, il y en a de partout, mais qu'elle se trouve aussi sous forme d'objets compacts, comme on peut le voir par exemple ici, ou ici. Sur ces autres images, toujours d'Herschel, qui permet de visualiser la poussière encore plus froide, on voit que la poussière non seulement est de partout, mais qu'elle se structure en filaments, c'est-à-dire que la poussière présente une structuration en forme de filament, donc notamment celui-là que l'on peut voir ici largement ou ici. Donc la même image où on voit donc beaucoup mieux mis en évidence les filaments, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que au sein de ces filaments, eh bien, il y a des sources compactes,
Et donc, on voit que les filaments sont la structure générale du milieu interstellaire de la poussière, et qu'à l'intérieur se trouvent des sources compactes qui sont justement ces cocons où sont en train de se former les étoiles. Donc toutes ces sources compactes, par exemple, ici. Donc on a la contrepartie de cette image ici est donnée par le satellite Spitzer, donc qui permet de compléter la vision dans l'infrarouge, disons, moyen et lointain d'Herschel par la même vision, mais dans des longueurs d'onde légèrement plus courtes, entre 8 et 24 microns, donc qui sondent des objets légèrement plus chauds. Et on s'aperçoit bien, en effet, qu'au sein de ces cocons de poussière froide, eh bien, des étoiles sont en train de se former. Et donc, c'est la première fois qu'on arrive à voir justement ces lieux, ces sites de formation des étoiles. Alors, comme on peut le voir sur cette image, donc il y a deux structures prédominantes qui ressortent. Grâce au satellite Herschel, on met en évidence une structuration en filaments et en parallèle des petites sources compactes, des petits globules à l'intérieur duquel vont se former ou sont en train de se former des étoiles. Donc on a ces deux structures qui coexistent. Donc en effet, la première chose qui a été faite par différentes équipes, donc juste pour citer les programmes d'observation qui sont dédiés à ça, c'était les programmes Cold Core, Goulbelt et Huygens, qui ont permis de lister, d'observer de manière quasi systématique tous les filaments ou les structures filamentaires que l'on pouvait observer dans le milieu interstellaire. Donc, ce sont des images de différents filaments. Donc là, par exemple, on voit ici un filament bien net, là, d'autres filaments ici, puis celui-là, un filament. Et on voit que le long de ces filaments, on trouve des sources compactes. Donc, une première étude a été dédiée à l'étude de ces filaments. Et on s'est aperçu que si les filaments avaient des longueurs qui pouvaient être relativement différentes d'un endroit à l'autre dans la galaxie, par contre, ces filaments avaient tous des épaisseurs, c'est-à-dire si on fait une coupe ici du filament, avaient toutes des épaisseurs très similaires. Donc ces filaments ont une épaisseur caractéristique de l'ordre de 0,1 parsec. Bon, ça ne vous parle pas peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous une épaisseur très similaire, malgré des longueurs différentes. Donc ça a été toute une étude qui a été faite sur les filaments, et donc un des résultats essentiels aussi donc, des observations d'Herschel. Herschel a aussi permis de montrer, grâce à sa bonne résolution, que si on regarde un peu plus près ces filaments de poussière, ils se structuraient en filaments principaux, c'est-à-dire des filaments relativement riches en matière, auxquels venaient se joindre des sous-filaments, donc comme par exemple ici, dans une structure qui est schématisée ici, donc où on a un filament principal et des sous-filaments qui convergent vers le filament principal de manière, disons, relativement perpendiculaire. Donc ça aussi, grâce à la résolution des images d'Herschel, c'est un résultat fondamental du satellite Herschel. Et des études plus approfondies ont montré que l'alignement des filaments était corrélé ou anticorrélé au champ magnétique. En effet, on montre que les filaments dits principaux sont perpendiculaires aux lignes de champ magnétique, donc qui sont représentés ici en vert, qui sont des lignes de champ magnétique galactiques généraux, alors que les petits dits sous-filaments qui pointent vers le filament principal ont tendance à être alignés dans la même direction que le champ magnétique. Donc ici, c'est le schéma, et on retrouve bien cette structure dans les observations d'Herschel avec un filament principal et des petits filaments ici qui semblent converger vers le filament principal. Donc dans un second aspect,
il y a eu l'étude des cœurs. Donc on a vu qu'il y avait des filaments, puis il y avait des sources compactes. Donc maintenant, on va aussi voir comment on a pu caractériser pour la première fois ces sources compactes. On va le faire sur cet exemple, qui est l'exemple de la région H2 NGC 6334. Bon, ça ne vous parle peut-être pas. Donc on voit une image Herschel de cette région. Alors c'est vrai que d'emblée, ce qui saute aux yeux, c'est la structure filamentaire. Donc là, du coup, vous ne pouvez pas nier que le milieu interstellaire est structuré en filaments plus ou moins longs. Mais on va, dans cette partie, plutôt se focaliser sur les petites sources compactes que l'on peut bien voir, par exemple, ici. Donc, juste au passage, cette émission infrarouge des poussières froides correspond en fait à une zone qui est la région H2, NGC 6334, ici. On voit que la partie ici, dans l'optique, on ne voit rien, mais que quand on est en infrarouge, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de poussière dans cette direction. Par contre, le filament ici central, disons le filament majeur, eh bien, on le voit, on le devine en ombre chinoise, si l'on peut dire, par rapport en sombre ici sur la région H2. Donc on voit le filament principal, on le devine ici, qui traverse la région H2. En fait, c'est une collection de régions H2. Alors comment est-ce qu'on peut caractériser ces sources compactes? Parce que le but, c'est d'avoir l'information physique sur ces cœurs, puisqu'on veut étudier ces cœurs pour comprendre la formation des étoiles, et notamment des étoiles massives. Donc la technique est la suivante. On prend les images de Herschel, on utilise un algorithme qui va permettre d'extraire et de mesurer l'émission de ces sources dans toutes les images Herschel. Donc c'est illustré ici par cette image, où on voit les ellipses qui délimitent ces structures compactes. À partir de ces mesures et d'une courbe théorique, représentée ici, on en tire les informations essentielles qui sont la température, notamment la température et la masse de ces cœurs. Donc, grâce à Herschel, c'est la première fois qu'on avait accès aussi largement à ce type d'informations, c'est-à-dire à quelle est la masse de ces structures compactes que l'on observe. Donc on a la masse, la température, donc on a d'autres informations comme la luminosité et la taille que l'on peut mesurer sur l'image de ces sources compactes. On a une illustration ici, notamment sur un zoom, où on voit la source ici, vue à différentes longueurs d'onde dans les 5 bandes observées par Herschel, donc ici, 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 et on voit que eh bien, ce cœur apparaît très bien dans l'infrarouge lointain, alors qu'on le devine, enfin on ne le voit pas du tout à 70 microns et on commence à le deviner que vers 160 et 250 microns. Et donc dans cet exemple-là, on peut déterminer la masse de ce cœur, et ce cœur, par exemple, fait 90 fois la masse du Soleil, et à une température de à peu près 14 Kelvin. Donc grâce à Herschel, on peut avoir accès à une grosse collection de cœurs pour lequel on peut déterminer les paramètres physiques, température et masse. Les premiers résultats montrent que si on sélectionne les cœurs les plus massifs, puisqu'on s'attend à ce que les étoiles massives se forment dans les plus gros cœurs, puisqu'il faut de la matière pour former ces étoiles, eh bien on a les premiers résultats de ces études montrent qu'en effet, l'accrétion de masse est continue, même pour les étoiles massives, en fait, eh bien, même pour les étoiles massives, pendant que l'étoile est en train de se former au centre, eh bien, la masse continue à venir et à grossir dans le cœur. Et il a été montré aussi un autre résultat marquant, c'est que le nuage dans lequel l'étoile est en train de se former devient en effet de plus en plus compact au cours du temps. C'est-à-dire qu'au départ, le nuage où se forme l'étoile est relativement gros et massif, et ensuite, eh bien, ils deviennent de plus en plus petits et ils deviennent de plus en plus compacts. Donc ce sont
de résultats importants concernant la formation des étoiles massives qui vont permettre de contraindre les modèles qui permettent d'expliquer la formation de ces étoiles massives. Alors, dans un troisième volet, même si on ne l'a pas vu jusqu'à présent, Herschel a permis aussi d'étudier la formation des étoiles dites formation induite par les régions H2. Donc en effet, jusqu'à présent, on a vu que dans le milieu interstellaire, il y avait des filaments et que les étoiles se formaient au sein de structures compactes qui se trouvaient au sein de ces filaments. Mais on observe aussi que les étoiles vont pouvoir être formées dues à l'influence des régions H2. Donc, quels sont les différents modèles, d'abord, avant de venir à l'observation? Donc, quand une étoile massive est formée, est adulte, on a vu qu'elle crée une région H2, une région de gaz ionisé autour d'elle. Ce qu'il faut voir, c'est que ces régions H2, en fait, sont en expansion. Donc, c'est la zone rouge. Donc, l'étoile massive et chaude et massive au centre crée une région H2 qui, en fait, est en expansion. Et cette expansion va influencer l'environnement de l'étoile et créer une couche de surdensité, ici, tout autour de la région H2. Et c'est au sein de cette couche ici que de la formation stellaire va pouvoir se former. Donc c'est dite de la formation stellaire induite par l'expansion de la région H2. Donc ça veut dire que la formation stellaire, en fait, va appeler la formation stellaire et donc il va y avoir un processus, si on peut dire, d'autogénération de formation d'étoiles autour des régions H2. Alors, il y a 4 principaux modèles qui permettent d'expliquer la formation des étoiles autour des régions H2, qui sont résumées ici. Soit dans la couche qu'on appelle alors la couche collectée par l'expansion de la région H2, il y a des instabilités gravitationnelles qui se forment à petite ou à grande échelle. Et dans ces structures qui se sont formées, de gaz et donc de surdensité, à ce moment-là, hop, de la formation stellaire va pouvoir s'initier, ce qui est représenté ici par les petits points jaunes. Les deux autres modèles d'influence de la région H2 sur son milieu, c'est aussi qu'il peut y avoir que l'action de l'émission ionisante de l'étoile vient perturber un milieu ambiant déjà turbulent et créer ce qu'on appelle des structures en forme de trompe d'éléphant ou de piliers, donc, qui est représenté ici, qui donc est l'influence du flux ionisant de l'étoile sur la couche collectée mais turbulente. Et à la tête de ces piliers, on peut avoir de la formation d'étoiles comme c'est représenté ici. Le quatrième modèle, c'est que lors de son expansion, la région H2 rencontre déjà un petit cœur de matière dense, et le passage de la région H2 déstabilise ce cœur et l'oblige à former l'incite à former des étoiles dans ce cœur, comme c'est représenté ici. Donc ça, c'est la partie disons, la vision théorique, et on a la vision observationnelle. Donc, reprenons comme exemple notre petite région H2, toujours de tout à l'heure, qui était la région RCW 120. Donc là, on a une image de la région H2 du gaz ionisé, donc, que j'ai reporté ici. Et voyons ce qu'a donné Herschel de l'observation de cette région. Donc là, en superposition, on voit que la région H2 se trouve à l'intérieur d'une espèce de bulle de poussière observée par Herschel. Donc pour mieux s'apercevoir, j'efface maintenant la région H2 et on voit apparaître en effet la poussière, donc la poussière froide qui se trouve en fait autour de la région H2 et qui représente cette zone collectée par l'expansion de la région H2.
Et donc on voit que Herschel a permis de mettre en évidence ces structures de poussière collectées autour des régions H2. Donc on peut compléter les observations d'Herschel avec d'autres observations, notamment avec Spitzer, où on voit bien cette couche de matière collectée, et par des observations dites radio qui permettent de mettre en évidence encore mieux les structures, les surdensités qui vont apparaître dans cette couche de matière collectée par l'expansion de la région H2. Et Herschel a permis aussi de mettre en évidence que dans cette couche de matière autour de la région H2, eh bien, il pouvait y avoir de la formation d'étoiles. En effet, dans cette zone-là, si on fait un zoom, on voit justement apparaître une structure dans laquelle est en train de se former ou va se former une étoile massive. C'est la structure rouge ici. Et on voit déjà que des étoiles, des petits points verts ici, se sont d'ailleurs déjà formés, mais certainement des étoiles de plus faible masse. Donc en effet, autour des régions H2, il va y avoir aussi de la formation d'étoiles induite par ces régions H2. Donc, en conclusion et perspective, grâce à Herschel, on s'aperçoit que nous vivons dans un disque galactique qui est dominé par des filaments de poussière et des filaments de poussière froide. Donc, comme perspective, c'est qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en train de caractériser les propriétés et l'origine de ces filaments. Et cela passe par des observations complémentaires dans le domaine radio et submillimétrique. Donc en effet, il y a énormément de surveys ou de surveys systématiques, d'observations systématiques du plan de la galaxie qui sont en cours ou qui viennent juste de finir, qui ont été effectuées avec des radiotélescopes pour pouvoir caractériser encore mieux ces filaments. Donc je cite au passage donc les sondages dits Atlas-Gal et Cédigisme qui sont en cours d'être observés, qui vont observer donc, essayer d'observer ces structures dans le domaine radio et dans des domaines dits des raies moléculaires pour pouvoir mieux caractériser la cinématique de ces filaments. On s'aperçoit grâce à Herschel, on s'est aperçu donc que les étoiles se forment soit le long de filaments, soit sur le bord de régions H2. Donc ça, grâce à Herschel, on a vraiment une vision globale de ça, puisqu'on arrive à observer plein d'objets et plein de cœurs qui permettent d'avoir une étude systématique de ces cocons de formation d'étoiles. On peut maintenant aussi, grâce à Herschel, on a pu préciser, sélectionner plutôt des candidats de cœurs où sont en train de se former les étoiles massives. Et on est dans l'observation après Herschel, c'est-à-dire que grâce à Herschel, on a établi tout un catalogue de cœurs où sont en train de se former des étoiles massives. Et maintenant, on est en train de caractériser ces cœurs grâce à nouveau à des observations qui sont en cours ou qui vont être faites grâce aux grands télescopes dits radio et submillimétriques que sont ALMA, par exemple, et NOEMA. Donc toujours pour avoir accès à l'émission, cette fois-ci, des molécules elles-mêmes. Donc pour ce qui est de l'aspect des filaments et pour comprendre leur origine, un gros travail est actuellement en cours par différentes équipes pour essayer de comprendre leur origine. Et bien sûr, ce travail passe par une approche purement numérique, c'est-à-dire des simulations qui permettent d'essayer de comprendre comment se forment ces filaments. Donc, par exemple, pour citer quelques exemples, soit des calculs numériques qui permettent de mettre en évidence la formation de filaments en utilisant simplement la turbulence, ou d'autres approches numériques qui sont basées globalement sur la présence uniquement de la gravité, ou encore des simulations numériques qui combinent l'ensemble, c'est-à-dire la turbulence plus la gravité plus l'influence du champ magnétique pour expliquer la formation de ces structures filamentaires.
Donc bien sûr, le but, ça va être de comparer les observations, c'est-à-dire que les filaments et les propriétés des filaments observés avec Herschel, avec les différents modèles pour pouvoir valider lequel est le mieux. Et donc pour finir, sur l'aspect filamentaire, certains objets ont déjà été observés grâce à ALMA et ont corroboré, sont donc en accord avec la vision qu'on avait, qui sont qu'en effet, que les petits filaments qui pointent vers un filament principal sont en effet des structures qui nourrissent le cœur principal. Donc en effet, sur cette image, on a l'image, on voit des petits filaments. Donc ça, c'est la vision d'Herschel qui ne permettait pas de voir les filaments, mais qui permettait de voir les cœurs, le cœur au centre. Et grâce à ALMA, on peut voir, et grâce à la haute résolution du radiotélescope ALMA, on peut distinguer dans le cœur Herschel, en fait, qu'il y a 2 cœurs encore plus petits. Et toujours grâce à ALMA, les filaments ont pu être observés dans des raies pour lesquelles on a pu donc, à partir desquelles on peut avoir la vitesse. Et grâce donc à ces observations, on montre qu'en effet, la matière coule le long de ces filaments pour aller nourrir le cœur central où va se former des étoiles. Et notamment, on s'attend à ce que ce cœur-là forme une étoile massive. Donc là, on est déjà en fait dans l'analyse qui va suivre Herschel. Et donc le gros maintenant du travail va être basé. Donc pour finir, la prochaine étape, ça va être d'observer toutes ces structures mises en évidence par Herschel, que ce soit les filaments ou les cœurs, de les observer à très très haute résolution grâce aux nouveaux instruments que sont ALMA et NOEMA, donc je vous rappelle qu'ils sont 2 radiotélescopes, enfin 2 interféromètres radio placés l'un dans l'hémisphère sud et l'autre dans l'hémisphère nord pour observer ces structures, cette fois-ci, dans des longueurs d'onde qui permettent d'observer des raies, carrément des raies moléculaires, des raies de molécules. Bon voilà, j'espère que... Merci beaucoup Delphine. On va prendre quelques questions. Qui se lance? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Vous parlez de gaz et de poussière. Qu'appelez-vous les poussières? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le gaz et la poussière sont mélangés, déjà. Et les poussières, alors il y a différents types de poussières. On les distingue par leur taille. Il y a des poussières qu'on appelle, qui sont en fait des grosses molécules, les fameuses PAH, les polyaromatiques hydrogènes, qui sont des grosses molécules, mais qui sont donc des petites poussières. Et puis on a des poussières de taille moyenne et puis des gros grains. Les gros grains sont principalement composés de matériaux carbonés, du carbone entouré de glace par exemple, ou de silicates, enfin des cœurs de silicates entourés de glace. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est intimement lié au gaz, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien mélangés. Vous nous avez montré une zone le long d'un filament où il y avait 90 masses solaires qui s'étaient réunies sur à peu près 1/10 de parsec. Alors attendez, je reviens là. Oui. Voilà, 1/10 de parsec. Oui, à peu près, oui, tout à fait. C'est 1000 milliards de kilomètres. 1 kilomètre, oui, il faut... À peu près, oui. Ouais. Mais donc ça fait une densité qui est ridicule, de 10,15. Alors, vous avez la densité ici. Non, c'est... mais c'est une densité d'1 milliardième de millionième de grammes par... Là, on a la densité donc, qui est donnée ici. Alors après, ça dépend quel... C'est 1 milliard de fois plus petit que le gaz qui est dans cette pièce, par exemple, la densité. Peut-être, oui, mais ça reste des hautes densités quand même.
Ah ouais. Pour le milieu interstellaire. Non, non, tout à fait. Tout à fait. Non, non, je suis d'accord. Alors, les cœurs, en général, les plus denses sont de l'ordre de 10 exposant 7. Alors, molécules, parce qu'on n'est pas en grammes là, molécules par centimètre cube. Et en effet, dans l'atmosphère ici, c'est de l'ordre de 10 exposant 19, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des densités très faibles par rapport à l'atmosphère. Et c'est suffisant pour faire un soleil? Et c'est suffisant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Une densité aussi ridicule. Oui, oui, oui. Mais c'est par rapport au milieu interstellaire plus général, c'est dense. Non, non, je suis d'accord. Mais le milieu interstellaire, de manière générale, est un milieu peu dense. Oui, oui. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de gros filaments oui. et de petits filaments qui sont comme des affluents. Bon. Mais oui, tout à fait. D'autre part, vous avez dit aussi que les étoiles se forment à l'extrémité de ces petits filaments. C'est bien ça? Non, ils se forment le long des filaments. Le long des gros filaments ou des... Alors, principalement, les étoiles vont se former le long des gros filaments. Les gros filaments sont nourris en matière par les petits filaments. Et les étoiles vont se former le long du gros filament. Oui, c'est ça. Donc, et les étoiles massives, on s'attend, donc je ne l'ai pas dit, mais à ce qu'elles se forment à la jonction de gros filaments. Ah oui. Donc les petites étoiles peu massives vont se former un peu partout le long du gros filament. Et les étoiles massives, on s'attend à ce que se forment à la jonction de gros Autrement dit, les étoiles, c'est entre là. Les petits filaments, ce sont en quelque sorte les affluents, et les étoiles, les petites étoiles seraient créées à cet endroit-là, tandis que les grosses étoiles seraient créées à l'intersection des gros filaments. Voilà, les grosses étoiles, on s'attend à ce qu'elles vont se créer à l'intersection des gros filaments, et les petits filaments nourrissent le gros filament, c'est-à-dire que les étoiles ne vont pas forcément se créer. Donc si je prends ce schéma, s'il y a un filament ici, les petites étoiles ne vont pas forcément se créer là, mais elles vont pouvoir se créer le long du gros filament. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le gros filament est nourri par les petits filaments, et dans le gros filament, ensuite, il y a formation des étoiles. C'est la vision qu'on en a maintenant. Disons. Oui, à propos des étoiles massives, vous avez dit qu'il y avait un problème. D'abord, je suppose qu'il y en a plusieurs, mais oui. C'est que le fort rayonnement ultraviolet arrêtait l'accrétion de matière. Oui, on s'attend. Pourquoi? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la lumière exerce une pression. C'est ce qu'on appelle la pression radiative. Et donc, la lumière, en particulier ultraviolette, va avoir une pression très importante. Et donc, la lumière, elle va avoir tendance à repousser, disons, à exercer une pression sur la poussière et sur le gaz, et donc à empêcher l'accrétion. Comme le Soleil exerce une petite pression. Mais pour les étoiles massives, comme ce flux lumineux est très très intense, on s'attend à ce que ça ait un impact. Ce que n'ont pas les petites étoiles, parce qu'elles ont un flux beaucoup plus faible. Ça se produirait aussi avec le visible ou pas? Ah, la pression de radiation se produit à toutes les longueurs d'onde, tout à fait. Mais il se trouve que les UV sont beaucoup plus... Oui, les UV sont beaucoup plus, c'est surtout la quantité, et les UV et la quantité de lumière, en fait, l'intensité. Bonjour, je voudrais savoir comment on évalue la masse ou la densité à partir des images d'Herschel. Alors, donc c'était ici. Je suis contente, j'allais la poser celle-là. Donc on mesure sur les images, donc il faut repérer le cœur, et on mesure la quantité de lumière dans l'ouverture du cœur. D'accord? Et on le fait sur différentes images. Donc on a en fait l'intensité lumineuse, le flux lumineux du cœur à différentes longueurs d'onde. C'est ce qui est représenté ici. Donc les petits points, ce sont les mesures. Donc là, c'est la mesure pour un cœur donné du flux à 70 microns, et 160 microns, 250, 350 et 500 microns, qui sont les 5 images Herschel que l'on a. Ensuite, donc on a ces mesures, et bien on ajuste cette courbe théorique. Alors du coup,
ça retombe, quelle est cette courbe théorique? Donc cette courbe théorique est théorique. Et dans cette courbe théorique, donc on suppose que le cœur rayonne en fait comme un corps gris. Et dans cette courbe théorique, en fait, intervient la température et la masse. Et donc, en ajustant cette courbe théorique, on ajuste la température et la masse. Enfin, on trouve la température et la masse. La taille, ici, la taille, on l'a quand on voit la taille des petits cercles. La taille, donc, on l'a. Donc une fois qu'on a la masse et la taille, on peut remonter à la densité en supposant une structure sphérique. Donc ça, cette densité, donc en fait, elle provient de la masse que l'on vient de déterminer et de la taille aussi qui est déterminée sur les images. La masse et la température ainsi que la luminosité proviennent de l'ajustement de la courbe théorique. Donc, en effet, il y a une relation en fait, entre la masse de l'objet et son flux lumineux, en fait, c'est ce que ça veut dire, et sa température. Et donc ça, eh bien, c'est fait, ça peut être, c'est fait notamment, vous voyez, sur cette portion d'image, on a quand même un grand nombre de petits cœurs. Et donc, on peut faire ça pour l'ensemble de ces cœurs, et donc avoir des catalogues en fait, de masse, de température, et ensuite faire des études statistiques, sélectionner les cœurs en fonction de leur masse, par exemple, ou de leur densité, de leur taille aussi. Donc c'est réellement à partir des images. L'information provient des images elles-mêmes. C'est vrai que c'est le point qui est difficile à voir, parce qu'à partir d'images, comment on remonte aux paramètres physiques? Une toute dernière question. Le long des filaments, la matière, le gaz se déplace. C'est comme un fleuve, ça se déplace vers un endroit. On connaît la vitesse à laquelle ça se déplace? Alors justement, c'est le but, parce que sur des images, on ne peut pas avoir la vitesse. Donc c'est le but des observations avec ALMA, qui va permettre d'observer les raies moléculaires, par exemple les raies de CO, ou les raies de molécules. Et si on a l'information spectrale, donc on a l'information en vitesse. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une... Mais bon, notamment donc, dans cet exemple-là, eh bien justement, là on voit qu'on a ce qu'on appelle le champ de vitesse. Donc là, c'est la vitesse en kilomètres par seconde ici, qui est codée. Donc là, notamment, ce filament, disons, vient vers nous, celui-là va vers là-bas. Et donc, grâce à l'analyse de ces vitesses qui ont été observées grâce à l'arrêt N2H+, qui est une molécule, grâce à ALMA, pour cet objet, on montre en effet que le gaz suit le filament pour tomber ici vers le... Donc, en effet, que le gaz et la poussière, enfin, le gaz suivent les filaments et pour tomber vers la partie plus centrale. C'est-à-dire que ces filaments ici, notés F1, F2 jusqu'à F6, sont en train, en effet, de nourrir le cœur. C'est-à-dire que la matière est en train de tomber le long de ces filaments vers le cœur central. Pour les autres régions, on n'a pas encore l'information. C'est-à-dire pour des régions, disons, plus larges comme ici ou comme là, pour l'instant, on n'a pas encore l'information. On ne sait pas comment la matière se déplace dans les filaments parce qu'on n'a pas encore fait les observations adéquates. Mais sur des petites zones, on a déjà quelques informations. Donc en effet, on s'attend à ce que la matière soit en train de couler des petits filaments vers le gros central. Et de nourrir en fait le gros filament, de lui apporter de la masse. Bon, eh bien, écoutez, on sait à peu près tout sur la formation d'étoiles. Oui, merci beaucoup, Delphine. Et rendez-vous le 7 juin avec Suzy Collin. Merci à tous. Merci beaucoup, c'était passionnant, c'est magnifique. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Excusez-moi, c'est encore pas bien net. Donc, les grosses étoiles, c'est au carrefour de plusieurs gros filaments. Voilà.